Allez, les amis, nous allons commencer. Il est 18h34. Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous. Bienvenue Stéphane, bienvenue à toi. Je vais te présenter dans quelques instants. Donc, webinaire à nouveau ce soir avec une entreprise de management de transition, KLB Group, que Stéphane donc, va nous présenter. Je vous montre tout de suite l'ordre du jour de cette soirée d'une heure que nous allons passer ensemble. Après vous avoir présenté le cercle en 2 slides, et je passerai rapidement la parole à Stéphane, et après un mini-sondage qui lui permettra de savoir qui est présent, quelle est la nature de l'auditoire. Et puis après avoir présenté KLB Group, eh bien, il nous parlera oui, de management de transition, mais aussi de management en transition, de l'aide qui change tout. Il y a une très grande différence, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, mais c'est intéressant de creuser ça avec lui. Donc, ce sera la thématique du jour. Nous passerons aux questions-réponses dans la foulée, un petit rôti avant de passer à table, et puis on conclura avec Stéphane qui aura droit au mot de la fin. Tiens, c'est quoi ces petites choses au plein milieu de l'écran là? C'est pas grave. Allez, hop. Voilà, en 2 mots, le cercle, pour ceux qui découvrent un espace qui nous permet à nous, managers de transition, eh bien de gagner du temps, de trouver plus vite nos missions, d'échanger, de réseauter, de se former, de s'informer et de gagner en visibilité. Voilà, 50 services qui vous permettent d'optimiser votre visibilité et vos recherches. Les 3 services les plus prisés des managers de transition sont en premier lieu l'annuaire des entreprises de management de transition avec 111 cabinets, l'annuaire des 387 consultants qui travaillent, et la publication, la concentration des offres de mission qui sont publiées sur Internet par les cabinets ou qui me sont transmis désormais depuis quelques mois par certains qui ne publient jamais. Voilà les 3 principaux services parmi les 50 qui sont à la disposition des membres du cercle. Nous allons passer tout de suite, sans plus tarder, eh bien, au mini-sondage qui va nous permettre de savoir qui qui nous sommes en fait. Hein. Je retrouve je retrouve ma souris, 1000 excuses. Voilà, pour afficher le mini-sondage qui normalement s'affiche à l'écran. Voilà, l'objectif est de nous dire ici si vous connaissez déjà KLB Group, oui ou non, et quelle est votre expérience dans le management de transition, pour que Stéphane sache s'il a affaire à des novices en majorité ou à des personnes aguerries en majorité. Son discours peut être un petit peu différent. J'admets encore des personnes qui nous rejoignent. Voilà, voilà. Allez, je mets fin au vote. Voilà les résultats qui s'affichent. Eh bien, cher Stéphane, nous avons quand même une bonne partie des participants qui connaissent KLB Group, notamment je participe à un truc. management de transition. Et puis, sur les expériences... Ah, mais je peux pas te... Là, je suis. Ça peut attendre votre 1 heure micro, s'il vous plaît, pour que les uns les autres... voilà. Sur l'expérience que chacun a en management de transition, eh bien, je dirais une répartition assez égale, en fait, entre 30%, 28% qui n'ont fait encore aucune mission, des débutants avec 1 à 3 missions réalisées, et puis une petite majorité, on va dire, à plus de 4 missions. Allez, j'arrête le partage. Je passe la parole à Stéphane.
que vous voyez à l'écran. En tout cas, vous voyez euh, son profil LinkedIn. J'admets encore des personnes. Stéphane, c'est à toi. Je te laisse présenter KLB Group et puis la thématique manager de transition, manager en transition. Je t'en prie. Merci François. Je vais être assez rapide sur la présentation. Je suis malgré tout ravi de voir que plus de la moitié d'entre vous ne nous connaissez pas, donc c'est l'occasion de faire connaissance. Je vais essayer d'être un petit peu rapide. Vous connaissez le management de transition pour toutes et tous, donc on ne va pas forcément développer beaucoup de choses. Juste une petite présentation rapide je finirai aussi sur quelques slides par rapport à ça de KLB Group, puisque vous le savez, hein, il y a des cabinets qui sont pure players, dont le métier consiste à ne faire que du management de transition. Ce n'est pas notre cas. KLB Group existe depuis 25 ans maintenant, spécialisé au départ dans les achats, la finance et les ressources humaines, avec deux métiers principaux qui sont le staffing, donc trouver plutôt des acheteurs, des approvisionneurs, des contrôleurs de gestion, des trésoriers, et puis une partie conseil. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 750 collaborateurs, c'est une présence dans 10 pays, et ça aussi, je reviendrai dessus, parce que ça joue évidemment sur la partie management de transition. Le management de transition, alors, des slides que je vais passer très rapidement. Pour celles et ceux qui ont pu voir un article qui a été publié il n'y a pas très longtemps à France Transition notamment, notre positionnement, il est simple, c'est qu'un manager de transition, il répond à des missions relais ou à des missions projet, mais c'est un urgentiste de l'entreprise. Et il a beaucoup de points communs avec un urgentiste. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des pompiers ou du SAMU quand il y a un accident sur l'autoroute, hein, de manière assez classique. Les points communs que vous allez trouver avec le manager de transition, c'est que généralement, quand on appelle les pompiers ou le SAMU, c'est rarement pour prendre rendez-vous pendant 15 jours, c'est plutôt parce que c'est vraiment urgent et c'est tout de suite. Donc ça, c'est un point commun avec le manager de transition. Le deuxième élément, c'est que quand il arrive, généralement, alors on est tous un peu sélectionneurs de l'équipe de France de foot et de l'équipe de France de rugby. On a tous une idée sur qui devrait jouer et qui ne devrait pas jouer. Autant, généralement, quand les pompiers arrivent, on évite de leur dire exactement où brancher leur tuyau et par quel côté il vaut mieux attaquer l'incendie. Ça fait partie des métiers sur lesquels on évite d'avoir une opinion, hein. On les laisse plutôt faire, on part du principe qu'ils savent faire. Puis il y a un autre point commun qui est le fait que quand les pompiers arrivent ou quand le SAMU arrive, ce n'est pas des gens qui potentiellement peuvent faire ce métier, hein. Ils n'ont pas la capacité à prendre ce métier-là, ils savent le faire, ils sont déjà expérimentés, ils sont surqualifiés par rapport aux besoins classiques, entre guillemets, et c'est un élément qui va être important. Et puis le dernier élément, et c'est l'élément qui va nous permettre de discuter par la suite, d'avoir notre échange ensemble entre manager de transition ou manager en transition, normalement, le pompier ou les SAMU, quand leur travail est terminé, ils s'en vont. Ils ne restent pas. Ce n'est pas eux qui reconstruisent la maison, ce n'est pas eux qui font la gestion classique du malade à l'hôpital. Une fois que leur partie urgentiste est terminée, ils s'en vont. Et c'est là justement qu'on va pouvoir rebondir sur cet axe manager de transition ou manager en transition, la différence que ça peut représenter. Du coup, pour revenir sur mes petites slides, la posture, vous la connaissez, hein, une opérationnalité immédiate, c'est tout ce que je viens de détailler. De toutes les manières, on pourra vous faire passer la présentation si vous le souhaitez. De la bienveillance, évidemment, et puis ne jamais oublier que dans manager de transition, le premier terme, c'est management. Donc, il faut savoir manager les équipes et c'est quand même un sujet très important. On a un réseau qui est assez équivalent à ce que tous les cabinets de management de transition peuvent avoir, c'est-à-dire plusieurs milliers de managers qui correspondent à différents métiers. Évidemment que pour nous, les métiers qui touchent à la finance et à la direction achat sont un peu plus importants, mais on en a également sur d'autres secteurs et d'autres métiers. Les valeurs fortes, je vous les passe rapidement également: transparence, compréhension, engagement, accompagnement, rigueur, réactivité. Vous allez en retrouver quelques-unes sur ces points-là. Nous, on met 3 points en avant. Le premier point en avant, c'est évidemment partagé avec d'autres cabinets, c'est la réactivité. Un profil, un besoin qui tombe le lundi matin à 9 h, il faut être capable de présenter 2 à 3 profils le vendredi après-midi. Encore une fois, on est dans des métiers d'urgence, on n'a pas 15 jours ni 3 semaines devant soi, il faut être très rapide. Le suivi de mission, ça c'est quelque chose sur lequel on n'est pas forcément tous les cabinets sur la même longueur d'onde. Nous, en tout cas, pour nous, c'est important, le suivi de mission. Donc, c'est un minimum suivi de mission avec le client une fois par mois et un minimum une fois tous les 15 jours avec le client. On considère, nous, que la mission, elle est terminée quand le manager a fini sa mission, pas au moment où on a signé le contrat et où la mission commence. Donc, la mission, c'est ça qui compte. Donc, et c'est ça qui nous amuse, en fait, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est de résoudre le problème. Si c'est simplement vendre le contrat, on ne serait pas nombreux à faire ce métier, en fait. Et puis, le dernier point sur lequel, là, pour le coup, on est moins on est quelques-uns à être sur cette ligne-là,
Je pense de plus en plus, hein, en toute sincérité. Je pense que la plupart des gens qui me connaissent savent que j'ai un certain franc-parler. On est, à mon avis, dans le sens de l'histoire. Et nos camarades y reviendront, y viendront. On est transparent sur le TJM. Ça a été pendant quelques années une source de soucis entre les cabinets, hein, avec des TJM, avec des marges de cabinet trop importantes. Très clairement, trop importante par rapport à ce qui se fait dans l'intérim, mais trop importante par rapport à ce qui se fait partout ailleurs dans le monde. Donc, nous, on est sur des marges qui sont plutôt aux alentours de 20%. Et pour que ce soit clair, on est transparent. Ça veut dire que quand on présente un dossier à nos clients, on présente toujours le TJM du manager, le TJM de KLB et combien représente la marge en valeur absolue et en pourcentage. Comme ça, les choses sont réglées d'entrée. Voilà, ça, c'est un des points sur lesquels on insiste. Avant la mission, entretenir évidemment notre réseau de consultants et notre réseau de managers, et puis évidemment faire notre partie commerciale avec les clients, c'est du classique. Cette partie-là qui consiste véritablement à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est le rush, c'est la zone de 5 jours, entre guillemets, entre le lundi et le vendredi, qui fait qu'à un moment ou à un autre, il y a beaucoup de choses à faire. C'est véritablement un process à suivre de manière extrêmement rigoureuse qui permet de trouver et de pouvoir présenter 2 ou 3 managers correspondant exactement aux besoins du client. Et puis ensuite, c'est ce que je vous expliquais, la partie suivi de mission qui pour nous est importante. C'est ça qui est intéressant, hein. C'est vous qui faites la partie la plus difficile, qui consiste à régler le problème de la société. Et ce qui est intéressant pour un cabinet, c'est quand même de suivre ça et de pouvoir voir comment les problèmes sont résolus. Je pense que la plupart des cabinets sont toujours heureux de voir que, et Dieu sait qu'on le dit de temps en temps, que l'on a affaire à des clients qui au début disent oh là là, la transition, c'est lourd, c'est cher, c'est casse-pied. Et quand 6 mois après, ils nous disent ah bon, il faut déjà qu'ils s'en aillent, on sait qu'on a tous réussi notre coup et là, ça va plutôt bien. On est plutôt content. Voilà. C'est le petit bonheur qu'on peut se faire à chaque mission quand c'est possible. Notre réseau de partenaires, donc avec le cercle, je rajouterai le logo du cercle prochainement sur cette slide-là, mais voilà. Donc France Transition auquel on est adhérent, ce qui était important pour nous. Et puis après, tout un réseau d'associations, d'alumni et de regroupements de managers que vous connaissez, j'espère, en tout cas pour la plupart d'entre vous bien. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à les connaître. Notre équipe, donc bon, là pareil, je vous le passe. J'insiste juste sur un petit point. Vous voyez qu'on a une équipe qui est assez importante, qui est plutôt transverse. Et cette équipe, elle est présente un peu partout dans le monde. Je vous attire juste votre attention pour être assez rapide sur la dernière ligne. Aujourd'hui, nos bureaux, c'est Paris, Lyon, Barcelone, Madrid, Montréal, Mexico, Sao Paulo. Et nos partenariats, c'est alors 2 partenariats sur lesquels je vais passer très vite pour des raisons diverses, mais que vous allez vite comprendre, la Russie et la Chine, chacune pour ses raisons. Mais on a également des partenaires en Inde et on travaille également sur des missions en Inde. Voilà. Donc on est vraiment sur un réseau international. Petit rappel encore une fois sur ce que fait KLB en dehors du management de transition, ce que je vous disais, hein, une partie conseil et puis une partie mise à disposition de ressources, donc du staffing pur et dur. Les endroits où aujourd'hui on a à peu près des missions. Aujourd'hui, c'est 800 collaborateurs, 330 nationalités, donc un peu partout à travers le monde. On est très engagé RSE. C'est quelque chose sur lequel KLB a toujours été assez en pointe et là-dessus, on est plutôt assez efficace et on a un certain nombre de certifications et un certain nombre de points. Je mets en avant le point qui est l'Equal Pay Index sur lequel on a 91 sur 100, ce qui n'est pas trop mauvais. C'est même plutôt bien pour être franc. Et voilà, on est assez attentif là-dessus et c'est quelque chose sur lequel tous les salariés en interne sont assez sensibilisés. Vous retrouvez un certain nombre d'éléments ici, évidemment, qu'on peut deviner sur la partie trace, la partie évidemment flotte auto-responsable, énergie verte, enfin voilà. Tout ce type de choses, encore une fois, sur lequel nous, on est vraiment très sensibles dessus. Une petite photo rapide de nos clients, on aurait pu en mettre d'autres, en toute sincérité. Un des gros avantages que l'on va avoir, et je vais terminer là-dessus avant qu'on attaque notre débat, évidemment, c'est qu'en étant la partie management de transition d'une société qui existe depuis 25 ans, on a 2 avantages. Le premier avantage, c'est qu'on a des clients depuis 25 ans. Et le deuxième, c'est qu'on a des relations et des relations avec certains d'entre eux depuis pas mal de temps. On a notamment des contrats cadres avec des gros clients, SBF 120 principalement, qui nous permettent de pouvoir présenter le management de transition un peu différemment des autres. Ça se traduit comment, et je terminerai là-dessus, ça se traduit sur le fait que sur les missions que nous avons eues sur la dernière année, nous en avons eu la moitié d'entre elles qui sont hors France, donc la moitié à l'étranger, et les 2 tiers qui sont dus à des clients existants. Donc, c'est une particularité qu'on va avoir par rapport à un certain nombre de nos camarades. On va être assez présent à l'étranger. Et évidemment,
va pouvoir être présent auprès de sociétés qui nous connaissent bien, qui sont nos partenaires. Donc ça, c'est un élément important. Donc j'en ai fini pour la présentation la plus classique. Merci Stéphane pour cette première présentation. On peut peut-être aller prendre un petit lot de questions sur justement cette présentation-là. Jean-Pierre Solvaltre peut peut-être poser la sienne d'ailleurs sur le comment rejoindre. Jean-Pierre? Il faut se démuter. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question, elle est assez simple. Comment rejoindre le pool de managers de transition de KLB? C'est très simple. Vous me connectez sur LinkedIn et par email et vous envoyez votre CV. On va s'organiser un échange parce que c'est important. Et à partir de là, vous serez directement dans le pool des managers. Très bien. Merci. D'autres questions sur cette première partie là? On pourra y revenir après, mais n'hésitez pas, prenez la parole. On est 60, 65 là, donc on peut prendre la parole sans se marcher dessus, je pense. Jérôme, je peux peut-être poser une question rapide. J'ai vu qu'il y avait pas mal de services financiers et de banques notamment. Et quand on parle d'étrangers, est-ce que ça concerne également les banques et les services financiers ou c'est plutôt exclusivement la France? Alors non, sur la partie banque, on a eu une mission qui a été assez courte à l'étranger, mais en Europe, hors France, mais en Europe. Et sinon, on est plutôt France. Aujourd'hui, les activités, très, très sincèrement, on est à l'étranger beaucoup sur des activités qui sont plutôt des activités de production et d'activités industrielles, assez fortement. Donc, c'est de la direction industrielle, c'est de la direction de site, c'est de la direction maintenance, c'est du HSE, voilà. Ok, s'il n'y a pas de questions autres là. Enfin, il y avait Jean-Pierre, je crois, Michaud. Ah oui, Jean-Pierre Michaud, pardon, oui. Bonsoir à tous. Stéphane, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire la distinction entre manager de transition et manager en transition? Alors, merci pour la transition qui permet de pouvoir passer au sujet suivant. C'est mon métier. Hein. Oui, mais c'est ton métier. En tant que manager de transition, c'est ton métier pur et dur. Ce qui m'a donné l'idée, en fait, c'est l'évolution. Et encore une fois, là, on rentre donc, du coup dans cette deuxième partie qui est la partie de débat et que je vais d'abord présenter pour qu'on puisse échanger sur le sujet. L'idée, tu me connais suffisamment bien, Jean-Pierre, et pas venue de moi, bien évidemment, elle est venue principalement des clients. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, depuis quelque temps, et je l'ai connu dans différents cabinets, des clients, et c'est un chiffre qui est encore minoritaire, mais qui est croissant, qui consiste à dire, aujourd'hui, je veux un manager de transition, mais je veux qu'il soit ouvert au CDI. Je veux qu'il soit ouvert au CDI parce qu'une fois qu'il aura terminé sa mission de transition, je voudrais bien l'embaucher en tant que CDI. Donc, à cette question-là, après avoir rappelé à la plupart de mes interlocuteurs pendant un certain temps qu'il y avait quelque chose de magnifique dans le droit français qui s'appelait la période d'essai et qui couvrait à peu près ce type de choses, j'avais une réponse à laquelle je suis resté, ma foi, un petit peu interloqué et sans trop d'éléments pour pouvoir rebondir là-dessus. Et vous allez voir mon raisonnement. La réponse a été, de la part de plusieurs sociétés, de dire oui, mais, alors je le dis avec beaucoup d'humour, hein, quelqu'un qu'on va prendre en période d'essai, l'objectif de ces 6 premiers mois, c'est de ne pas faire de faute. C'est de rester dans les clous et de ne pas faire quelque chose qui va faire qu'il sort. Si on prend un manager de transition, on sait qu'il va être opérationnel tout de suite en une semaine, sinon ça ne va pas le faire. Et donc, en fait, cette partie-là, on va la gagner sur une mission de management de transition puisqu'on va avoir quelqu'un qui va tout de suite être opérationnel et tout de suite actif et réactif. Ce qui a permis d'avoir des échanges avec les clients, d'où cette réflexion manager en transition qui s'applique à la fois chez les clients et à la fois chez vous, manager, par rapport à votre positionnement. C'est-à-dire que quand moi, j'ai aujourd'hui des clients qui me disent « j'ai une mission, mais je voudrais pouvoir potentiellement conserver les managers par la suite sur une mission de manager de transition », je leur explique toujours que pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut le savoir tout de suite de manière à ce que les managers de transition, qui sont des managers de transition purs et durs, qui en sont à 10, 12, 15 missions et qui ne veulent pas revenir en CDI, le sachent, parce que sinon, ça va créer une frustration et un problème à un moment ou à un autre, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point qui me paraît important, c'est que quand on part sur une mission qui peut s'ouvrir à un CDI, et je trouve que cette mission-là, dans ce cas-là, elle correspond plus à un manager en transition qu'à un manager de transition. Il y a
une partie de la mission de transition qui est plus ou moins morte-née. C'est-à-dire que cette liberté de parole qu'on va avoir sur une mission de management de transition, et là je parle à plusieurs managers de transition que je vois sur l'écran, que je connais bien, qui ont l'habitude de faire du management de transition, cette particularité qu'on va pouvoir avoir, de pouvoir être l'oreille à qui tout le monde va parler, parce que derrière, il n'y aura pas de fiche d'évaluation, il n'y aura pas d'éléments qui vont remonter au CODIR, il n'y aura pas tous ces éléments-là, c'est beaucoup plus compliqué si on est amené à rester. Ça va être beaucoup plus compliqué de tenir sa mission et d'être quelque part un homme de projet sur un projet très, très particulier, parfois de prendre le risque de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Je prends l'exemple d'une mission qu'on a eue où il fallait créer une direction numérique. Et créer une direction numérique, ça consiste évidemment à retirer un peu des gens de l'informatique, un peu des gens du marketing, un peu des gens de la finance. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir remodifier un peu la manière dont les structures sont réalisées. Mais ça, ensuite, si vous finissez votre mission et que votre mission, quand elle est terminée, vous rendez votre feuille de route, vous avez trouvé votre successeur, soit vous l'avez fait monter en interne, soit vous avez participé à son recrutement extérieur, tout va bien, votre mission est terminée, vous partez. Mais si vous êtes amené à rester en CDI, moi, je suis assez persuadé que vous ne pouvez pas vous engager de la même manière sur la mission. Il y a un moment ou un autre où il y a des choses où on se dit, je ne vais peut-être quand même pas aller me fâcher avec Nicolas, parce que Nicolas, si je suis amené à travailler avec lui pendant les 10 prochaines années, je ne peux pas non plus aller trop fort dans sa division. Et c'est ce qui m'a fait penser que, du coup, aujourd'hui, ce type de demande, ce type de recherche de la part des sociétés sur certaines missions, faisait que finalement, elle s'adressait beaucoup plus à des managers en transition qu'à des managers de transition. C'est-à-dire, et c'est là que je fais le distinguo, et à partir de là, encore une fois, maintenant le débat est ouvert, pour moi, le manager en transition est quelqu'un qui veut faire une mission de transition, en tout cas est ouvert à une forme de travail qui est le management de transition, comme l'est le CDD et comme l'est le CDI, mais qui n'en fait pas aujourd'hui son nouveau mode de travail de façon définitive. Voilà. Et qui se dit, aujourd'hui, je fais une mission. Si la mission se passe bien avec la société et qu'elle me propose de rester, pourquoi pas. Et puis, si ça ne se passe pas bien, je termine ma mission et je m'en vais. Alors qu'un manager de transition pur et dur, à mon sens, c'est quasiment impossible de lui faire re-signer un CDI. Parce que lui, et encore une fois, je parle sous le contrôle des nombreux managers de transition qui sont là, mais le manager de transition pur et dur, il a généralement, et je le dis là aussi avec un peu d'humour, il a généralement un peu souffert dans les décennies précédentes des 30% de politique interne qu'on a dans une boîte, relativement classique. Et s'il fait du management de transition, c'est aussi parce que c'est un homme de mission et qu'à un moment ou à un autre, quand la mission est terminée, rendre les clés du camion à son successeur, c'est ce qui lui fait plaisir. Je prends un dernier point avant qu'on ouvre la discussion, mais un manager de transition, par exemple, et il y en a aussi ce soir, je le sais, c'est un manager qui est capable. C'est un manager qui est capable d'arrêter une mission en avance. C'est un manager qui, à un moment ou à un autre, va dire, quand la mission est terminée, quand le successeur est arrivé, par exemple, il faut partir et il faut peut-être arrêter la mission plus tôt parce qu'à un moment ou à un autre, sinon, ça va polluer, entre guillemets, la relation avec le nouveau responsable qui est arrivé ou qu'on a fait monter en puissance. Donc, un manager de transition, à un moment ou à un autre, il va dire avec le cabinet au client, c'est gentil, mais là, il faut qu'on arrête, il faut qu'on s'en aille. Et donc, s'arrêter pour qu'on s'en aille, ça veut dire qu'on fait les points. Philippe, je pense que votre micro est ouvert, Philippe Leblond. Philippe Leblond, votre micro est ouvert. Merci, Philippe. Donc, ça veut dire que l'on est obligé à un moment ou à un autre de pouvoir passer les différents éléments. Et donc, pour moi, aujourd'hui, les managers que vous êtes doivent être capables de se positionner en se disant, est-ce que je suis manager en transition ou est-ce que je suis manager de transition? Et pour moi, ce n'est pas tout à fait la même approche et on ne va pas répondre forcément au même type de mission. Voilà mon opinion. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Jean-Pierre? Oui, tout à fait, mais tu en as fait naître une autre. Bon, déjà, première chose, entièrement d'accord sur ton analyse, que je partage totalement. Deuxième question, nos clients sont-ils prêts à avoir des grosses brutes qui débarquent chez eux pour prendre les clés du camion et les rendre et se foutre de la politique? Alors, ma réponse est oui, parce que c'est le management de transition pur et dur.
Et je pense que ce n'est pas ça, en tout cas, qui fait le développement du management en transition. Je pense qu'ils sont toujours capables, les clients aujourd'hui, de se rendre compte qu'à un moment ou à un autre, et je reprends la comparaison avec le pompier ou le médecin du SAMU, quand on est dans le mur, on est dans le mur. Quand on a besoin d'un chef restructuring officer, quand on a besoin d'un directeur général avec mandat social, quand on a besoin d'un directeur financier pour pouvoir remettre d'équerre toute une zone IMIA, quand on a besoin d'un directeur achat pour pouvoir complètement remettre en état sa direction achat ou développer un certain nombre de choses, on sait qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui vienne et quelque part, on n'a pas forcément non plus envie d'avoir quelqu'un qui va rester. Je rajouterais même avec un petit guillemet, et là aussi, je sais que certains d'entre vous le savent, que parfois, c'est bien pratique d'avoir un manager de transition qui ne reste pas pour faire, j'y mets là pour le coup beaucoup de guillemets, le sale boulot. Et faire ce qu'il vaut mieux que les gens qui vont rester ne fassent pas. Voilà, très clairement. Hein. Alors, une partie du management de transition a commencé avec du cost killing, hein, il y a déjà pas mal d'années, et que ce n'était pas un hasard hein, si c'était du cost killing. Parce que la dernière personne qui était virée par l'opération de cost killing, c'était le cost killer. Donc, et c'était prévu dès le contrat, dès le début du contrat. Hein, donc, c'est un élément. Pour moi, aujourd'hui, le management de transition, ce n'est pas du tout opposé au management en transition. La différence, c'est cette finesse qui font que des sociétés disent aujourd'hui, le manager de transition, quand il arrive, ma foi, s'il arrive à être opérationnel tout de suite et à dégager des choses, pourquoi pas le garder? Non, mais je vais reprendre le micro. Effectivement, vous avez raison, je vous rejoins parfaitement sur votre analyse. Le seul point, alors moi, ça fait 11 ans que je suis manager de transition, j'en suis à ma 20e mission. Tout des succès, je n'ai pas de problème là-dessus et je suis un vrai manager de transition. Par contre, j'ai vu sur ces 6 dernières années une évolution caractéristique, notamment sur les sociétés type PME, choses comme ça, où plutôt que de passer par un recrutement, les gens prenaient des managers de transition pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pour les tester et les embaucher à la fin. Et ça, moi j'ai vu plusieurs missions comme ça, où clairement, au bout de 6 mois, j'ai laissé tomber parce que j'ai dit, moi, je ne resterai pas. Et les personnes étaient très déçues que je ne reste pas et ne comprenaient pas parce que pour eux, c'était clair qu'ils voulaient tester la personne sur une plus longue échéance que la réglementation française leur permettait. Et ça, c'est une vraie dérive qu'il y a eu. Et il y a beaucoup de managers de transition qui sont venus aux managers de transition je dirais, parce que c'était pas bien de parler qu'ils étaient au chômage ou qu'ils avaient eu un problème. Donc, c'était le syndrome de la carte de visite. Il fallait mettre quelque chose sur la carte de visite et qui ont cherché à s'engouffrer dans ce qui est ouvert par les sociétés. Et ça a fait énormément de mal à notre métier. Alors, je suis d'accord avec vous, Jean-Louis. Ça me permet d'ailleurs. Je pense que vous devez le savoir parce que une part importante de votre métier, c'est d'identifier les vrais managers de transition, les managers en transition. Alors, je suis d'accord avec vous. Ça m'amène une réflexion par rapport à la taille des sociétés et une réaction par rapport à la fin de votre intervention. La taille des sociétés, je pense que vous soulevez un élément qui est important, c'est-à-dire que cette logique de manager en transition potentiellement embauchable en CDI, on va plus facilement la retrouver en effet dans des PME, PMI que chez des Valeo, des Forestia ou des Engie. Où là, pour le coup, si on fait appel à un manager de transition dans le cadre d'une mission relais ou d'une mission projet, on est assez bien structuré, on sait relativement bien embaucher les gens et on a les équipes pour. Donc, on ne va pas forcément chercher ça. Par contre, en effet, dans des fonds d'investissement, dans des PME, PMI, on se dit, après tout, la personne, si elle vient et qu'elle est adoptée, adorée par les équipes, on a un codir qui est peut-être aussi moins important, c'est peut-être plus facile de le faire. En tout cas, c'est sûrement plus vrai dans des PME, PMI. Alors, une PME, PMI, ça peut être une boîte d'une belle taille déjà, hein, mais c'est plus vrai, je pense, dans des PME, PMI que dans des grosses boîtes. Pour terminer juste sur la fin de votre intervention, moi, après, je ne fais aucune hiérarchie entre le manager de transition et les managers en transition. Hein. C'est un positionnement. On peut être un très bon manager en transition qui rebondit ensuite sur du CDI, et rien n'empêche d'ailleurs qu'au bout de quelques années, on y revienne. C'est une forme
de contrat qui est différent, mais c'est aussi une approche qui est différente. Et c'est une approche qui doit être différente du côté du manager, comme elle doit être différente du côté de la société. Voilà. Mais oui, vous avez raison, il y a des vrais, entre guillemets, managers de transition. Un vrai manager de transition, c'est un manager de transition qui a, pour moi, effectué 3, 4, 5 missions. Voilà, quasiment enchaînées les unes derrière les autres, donc, pour lequel c'est devenu un choix. Mais il y a aussi des managers de transition en transition qui font du management de transition, puis qui partent sur une expérience pendant 3-4 ans dans une boîte, et puis finalement, pour des raisons X ou Y, ils reviennent sur des missions de management en transition et qui flirtent avec les deux. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Mais pour revenir sur l'intervention là de Jean-Louis, le problème qui soulève, c'est peut-être le problème du non-dit au début de la mission. Je pense qu'il faut être très clair et demander soi-même à l'entreprise ou faire demander par l'entreprise de management de transition s'il souhaite un manager de transition qui, au terme des 6 mois, a potentiellement une offre en CDI ou si c'est véritablement une offre de management de transition. Je suis entièrement d'accord, mais ça, c'est le rôle du cabinet qui est essentiel au moment de la prise de brief. Hein. Le cœur, un des cœurs, enfin, c'est peut-être pas le seul, mais une partie essentielle du management de transition, c'est la prise de brief. Que vous soyez vous manager et que vous alliez chercher vos missions tout seul ou que vous passiez par un cabinet, généralement, quand on n'a pas posé les bonnes questions, c'est rare qu'on trouve les bonnes réponses. Donc, la prise de brief, c'est vital, c'est essentiel. Donc, à ce moment-là, la question qui consiste à se dire, est-ce que derrière, vous recherchez quelqu'un qui puisse rester en CDI, ça change tout. Et moi, je sais que quand je la pose et qu'on me dit potentiellement oui, je rajoute en effet une petite phrase en disant, vous êtes bien conscient que vous perdez entre un tiers et la moitié de la spécificité d'une mission de management de transition. Si vous en êtes conscient, le client est roi, j'ai aucun problème. Mais je dois juste, moi, vous faire l'alerte pour vous dire que certains éléments de la mission de transition ne vont pas être remplis. Il y a un autre point aussi, du coup, dans la discussion qui est aussi intéressant à noter, parce que ça aussi, ça fait partie des choses que l'on connaît dans les cabinets, c'est que la magie, c'est que les sociétés, quand elles vous demandent un manager de transition, elles vous disent, je pense que tout le monde ici l'a vécu, elles vous disent surtout quelqu'un qui vient du secteur, c'est essentiel. Ça, c'est un truc qui est essentiel parce que c'est sûr que quelqu'un qui a bossé dans l'automobile, hein, il connaîtra jamais, il va rien comprendre à l'aéronautique. Quelqu'un qui a travaillé dans l'aéronautique, il va rien comprendre au BTP. Enfin, c'est vraiment typique. Et là, vous partez sur une complexité d'éducation qui va consister à dire, il faut surtout quelqu'un qui soit un spécialiste de son métier, donc un directeur achat ou un directeur industriel ou un DG ou un directeur maintenance, ce que vous voulez, mais un gars, une personne qui ait 25 ans, 30 ans d'expertise dans son métier plus que dans son secteur. Et moi, j'ai souvent tendance à dire, c'est même encore mieux si on est bien sur une mission de transition, c'est encore mieux si elle n'est pas forcément du secteur ou si elle y est passée mais pas restée, parce qu'elle va pouvoir vous apporter des best practices de plein de secteurs différents. Et ça aussi, c'est un des intérêts du management de transition. Par contre, c'est un discours que j'entends si la personne me dit « je recherche un manager en transition ». Alors, il n'exprime pas, mais on l'a traduit comme ça là. Donc, quelqu'un qui potentiellement, que je voudrais garder en CDI. Parce que si on veut le garder en CDI, qu'il ait une connaissance du secteur, qu'il ait une connaissance du milieu, de tous les contacts, d'un certain nombre de choses, ça me paraît plus important que s'il vient pour une mission qui a un début et une fin. Voilà, où là, pour le coup, c'est moins important. Sophie, qui est présente, qui est directrice achat, je pense que si on fait une mission de direction achat, parfois, il y a des vrais avantages à ne pas connaître forcément tous les gens avec qui la société travaillait auparavant. Ça permet de challenger avec une vraie neutralité et de ne pas avoir tous les éléments subjectifs qui sont présents. Par contre, si la personne vous dit « je voudrais que la directrice achat reste ensuite peut-être en CDI », oui, il vaut peut-être mieux connaître le milieu. Donc, c'est un élément aussi qui va se distinguer. Ok, moi je vous rejoins sur ce que vous dites. Par contre, où je suis un peu en désaccord avec vous, je pense qu'un manager de transition, je prends mon exemple et l'exemple de plusieurs que je connais, ça a été toute une démarche de venir au management de transition. Généralement, c'est quelque chose qui se mûrit. On a beaucoup d'expérience et à un moment donné, on se dit, et bien souvent, c'est poussé par les événements. C'est-à-dire que plus on monte dans les échelons, et chacun le sait autour de la table, ceux qui sont ici, je pense, plus on est des fusibles, et ça va très vite. Et c'est lors d'un de ces jeux de fusibles
que finalement, on se retrouve à se dire, mais ce projet que j'ai depuis longtemps, pourquoi pas le mettre en œuvre maintenant? Et je trouve que, pour ma part, c'est une très forte démarche personnelle. C'est un vrai travail, le manager de transition. Il faut qu'il ait un réseau. Il faut vraiment travailler son réseau. C'est un investissement personnel. Et à un moment donné, je veux dire, on n'a pas du tout. Moi, je l'ai rencontré je en parle depuis 11 ans. J'ai eu pas mal de situations et j'ai eu la chance de jamais arrêter l'émission, d'enchaîner les missions les unes après les autres et d'être demandé. Donc, c'est une vraie chance. Par contre, j'ai remarqué que des personnes qui n'étaient pas managers de transition n'avaient pas du tout la même posture que celle des vrais managers de transition dans l'entreprise. J'entends par là, ils travaillent pour se faire embaucher. Ils vont faire de la politique interne, alors que manager de transition ne fait jamais de politique. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, que j'apprécie encore dans ce métier. C'est que quand j'étais directeur achat de grands groupes, je devais faire de la politique parce qu'il fallait ménager la chèvre et le chou. Aujourd'hui, je vous rejoins sur ce que vous avez dit en premier. Le manager de transition, il doit être capable de dire, je vais être grossier, merde à son client, en disant, monsieur, vous faites une erreur. Monsieur, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que je suis l'expert, vous me payez pour ça, et je dois vous le dire. Quelqu'un qui est un manager en transition ne fera jamais ça. C'est-à-dire qu'il va s'engouffrer, s'empêtrer dans des situations qui vont faire qu'il veut à tout prix avoir, à un moment donné, le poste. Et c'est deux postures complètement différentes. Et j'en ai vu quelques-uns qui ont échoué parce qu'ils n'avaient pas du tout cette posture de manager de transition. Je vous rejoins aussi, moi ça m'est arrivé de refuser des missions au bout d'une semaine parce que les personnes qui étaient là voulaient un manager en transition ou un manager de transition qui fasse ce qu'il voulait. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un redressement à faire de l'entreprise et ils avaient leur idée. Et vous arrivez en disant, moi je regrette, je suis directeur achat, je sais de quoi je parle. À un moment donné, monsieur, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je comprends qu'il faille licencier telle ou telle personne, mais les compétences, il faut les garder. Et il faut être capable de dire ça. Un manager en transition ne le fera jamais. J'en ai vu trop comme ça, et c'est l'erreur à ne pas faire, de mon point de vue. C'est bien ce que disait Stéphane. Moi, c'est le discours que j'ai compris de Stéphane, d'où le positionnement demandé à la base à l'entreprise, où c'était un manager de transition ou en transition. C'est comme ça que je l'ai compris. Oui, et c'est vrai que le positionnement est totalement différent. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un partir du manager de transition, retourner en CDI, revenir en manager de transition, retourner en CDI après. Ou alors, cas très particulier, moi ça m'est arrivé, parce que c'était une mission où on me demandait, alors à contrario, c'est-à-dire que mon client m'a imposé d'être en CDI parce qu'il y avait tellement de restructuration à faire de l'entreprise, il ne voulait pas que ça soit quelqu'un d'extérieur, vis-à-vis des syndicats, il fallait que ça soit quelqu'un d'intérieur. Mais je savais pertinemment que la mission, c'était entre 18 et 36 mois maximum. Et ça, c'était un cas particulier. Par contre, je n'ai jamais vu quelqu'un qui passait de l'un à l'autre. J'ai vu des managers de transition qui, à un moment donné, parce qu'ils en avaient assez au bout de 7-8 ans de cette incertitude où ils avaient un projet personnel qui nécessitait d'être en CDI pour tout un tas de raisons, retournaient au CDI. Mais jamais ne revenaient en arrière. Enfin, moi, j'en ai jamais eu. Merci Jean-Louis pour ce témoignage. C'est une des réponses, je trouve, à la question que pose dans le chat Étienne Palasti qui dit, Stéphane, quels sont vos conseils pour des débutants dans le management de transition et non en transition? Alors, il y a la posture dont on vient de parler, mais quoi d'autre encore, Stéphane? Alors, je voudrais peut-être laisser déjà la parole à Laurent qui a levé la main, et puis après, je vais répondre à ça, en effet, avec plaisir. Absolument. Oui, je vous remercie. Bonsoir. Alors, bon, moi, je suis manager depuis maintenant 8 ans, donc j'ai fait une grosse dizaine de missions. Et alors, je rejoins Jean-Louis pour un certain nombre de sujets, puisque, effectivement, la posture, quand on est, on va dire, suite à une carrière, la réflexion de savoir ce que l'on veut faire, ras-le-bol des comités de direction, de la politique interne, etc. Donc, moi, je suis arrivé à cette posture que je voulais faire depuis un certain nombre d'années. Et c'est là que je n'arrive pas bien à comprendre le distinguo entre les deux, parce que moi, dans toutes les missions que j'ai faites,
malheureusement, le non-dit, il est systématique. Quand moi, j'ai fait beaucoup de gestion de crise dans des grands groupes, hein, moi, je me suis retrouvé dans des missions à Marseille, pour ne pas le nommer, hein, où j'ai fait une mission de plus d'un an par rapport à une filiale d'un grand groupe et le but était de la vendre parce qu'il y avait énormément de pertes, etc. Donc, il a fallu remettre de la cohésion. Et on ne vous dit pas tout en fin de compte, hein. Malheureusement, dans toutes les missions, il y a beaucoup de non-dits. Et le non-dit, vous êtes obligé d'aller le chercher. Et c'est là que vous devez avoir une posture, une discussion avec votre client où vous êtes obligé, pour le bien de tout le monde, de dire un certain nombre de choses. Et vous n'êtes pas du tout dans la posture du manager qui est en transition, où je n'arrive pas à comprendre ce positionnement parce que de toute façon, vous êtes dans une mission où il faut arriver à un résultat la plupart du temps. Et ce résultat fait que vous devez avoir une posture, un plan d'action, quitte à piloter votre client. Dans toutes les missions que j'ai faites, il a fallu que je pilote mon client parce que il y a beaucoup de choses, soit qui avaient été mal, on va dire, une mauvaise stratégie, des pertes de contrats, des gens qui étaient abandonnés, manque de communication, enfin, etc., etc. Et dans toutes ces missions, on se rend compte que la posture, de toute façon, c'est le manager de transition. Donc, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, on y reste le temps nécessaire. Donc, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an. Moi, la plus longue que j'ai fait a duré 18 mois parce que c'était un énorme travail de remise en forme de la société puisqu'on a travaillé sur un projet d'entreprise. Mais je n'arrive pas bien à comprendre ce distinguo parce que moi, je me retrouve pas dans cette… et les clients, je ne vois pas comment un client, dès l'origine, peut vous dire, dans le cadre d'une discussion, j'ai plutôt besoin d'un manager en transition ou d'un manager de transition. Je n'arrive pas bien à comprendre Alors, Laurent, c'est l'intérêt justement de la discussion de ce soir. Alors, je suis d'accord avec vous et avec Jean-Louis sur les différents points. Juste deux petites remarques. Vous êtes tous les deux des managers de transition habitués, engagés, et vous en êtes à plusieurs missions. Ce dont on est en train de parler depuis le début, c'est une tendance, qui est une tendance qui ne vient pas des managers, mais qui vient de la part des sociétés, hein, qui consiste à dire, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule, qui ont une façon de présenter les choses qui consiste à dire, en gros, pour le résumer, j'ai besoin de quelqu'un en CDI, mais je ne veux pas passer par une période d'essai parce que je veux quelqu'un qui soit opérationnel tout de suite. Évidemment qu'en face de ce besoin tel que je l'exprime là, on ne va pas retrouver un Laurent ou un Jean-Louis ou un Jean-Pierre. On va retrouver des managers qui se disent pourquoi pas, en effet, encore une fois, comme je le répète, hein, on va perdre une partie de la posture du manager de transition. Ça répond un peu à la question qui était posée. Comment être un vrai manager de transition? Il y a une vraie posture, il y a des vrais outils, il y a un vrai engagement qui est lié à la mission et qui fait qu'on ne fait pas de politique, qu'on règle les problèmes de la manière dont ils doivent être réglés, même si ça déplaît à tout le monde, y compris au DG. Ça, c'est le job du manager de transition. Je vous ai vu, Gilles. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, et c'est pour moi un peu l'objet de la discussion, il n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez, et c'est croissant, je vous le garantis, vous pouvez demander à tous les cabinets qui vont vous le confirmer, vous avez aujourd'hui des sociétés de plus en plus régulièrement qui disent « Moi, je veux passer par le management de transition parce que j'ai besoin d'une réponse rapide, opérationnelle, tout de suite, même si c'est pour embaucher quelqu'un par la suite. » Et là où, par contre, je ne vous rejoins pas tout à fait, notamment Jean-Louis, sur cette différence telle que vous la faites. Alors, je vous rejoins sur une grosse partie, mais il y a une petite partie où je ne vous rejoins pas. C'est que le manager en transition, pour moi, même si au départ, il sait très bien qu'il va commencer une mission qui doit être très opérationnelle, qui perdra une partie de l'intérêt ou du sens ou de ce qu'est vraiment le management de transition, mais ce côté opérationnel, quick win, un certain nombre de choses, ce côté un petit peu homme de mission, il va le retrouver. Durant cette période-là de la mission, peut-être que de lui-même, il va se dire à un moment ou à un autre, mais moi, je n'ai pas envie de rester dans cette boîte. Parce que de toutes les manières, il y a trop de non-dits, il y a trop de choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui ne vont pas. Et ce n'est pas parce qu'on prend un manager en transition en se disant, comme ça, si jamais il me plaît, je vais le garder. Il y a aussi des missions où c'est le manager en transition qui dit, mais moi, je ne reste pas.
Voilà, parce qu'à un moment ou à un autre, je n'étais pas fermé à l'idée de faire le deal par la suite, mais ce que je vois dans la manière de manager, dans la manière de gérer la boîte, dans les perspectives, dans un certain nombre de choses, et là, on va être énormément d'ailleurs sur du subjectif plus que de l'objectif, ça ne me donne pas du tout envie de rester. Et moi, je connais des missions où c'est le manager qui dit merci pour la proposition, mais je ne reste pas. Et le client qui dit mais je ne comprends pas, pourtant on avait dit au départ que ça devait être une opportunité. Oui, une opportunité, ce n'est pas une obligation. Donc là, on peut avoir des managers en transition qui vont finalement se dire non, mais là, ça ne m'intéresse pas. Et je préfère rester sur des missions de management de transition et peut-être d'ailleurs devenir un manager de transition pur et dur avec tout ce qui est justement lié à la posture. Parce que finalement, ils vont se dire si c'est pour reprendre un CDI comme ça ne m'intéresse pas. On va passer. Donc on est d'accord. Allez, non, mais manager de transition, c'est la meilleure position. Enfin. C'est sûr, c'est la meilleure. Alors là aussi, il y avait une ou deux autres questions, mais juste rapidement. Oui, Laurent, c'est la meilleure position. Mais si j'ose dire, vous n'êtes pas les mieux représentatifs. Laurent, Jean-Louis, Jean-Pierre et quelques autres. Vous en êtes à 10, 15, 20 missions de management de transition. Là, il faut penser aussi à des gens qui découvrent le management de transition, qui en font leur première mission, par exemple, et qui, à la fin d'une première mission, se disent est-ce que j'en fais une seconde ou pas? Est-ce que visuellement, je pars sur cette posture en me disant je vais y rester et finalement, je vais faire manager de transition? Mais on le sait tous. Les managers de transition, il y en a certains qui sont comme vous sur le marché du management de transition depuis 10 ans. Tous les cabinets les connaissent, tous les clients les connaissent. Et donc, ils vont enchaîner les missions les unes derrière les autres. Et puis aujourd'hui, on est aussi dans une réalité économique qui fait que pour un manager qui vient se positionner sur le management de transition en se disant j'y reste pas, il y a aussi un élément nombre de missions / financier qui joue, qui est un élément important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de managers. La proportion de managers est plus importante que la croissance des missions, même si le secteur est en croissance, mais le nombre de managers l'est encore plus. Et donc, moi, si j'étais un manager qui arriverait sur le management de transition aujourd'hui, c'est une vraie question que je me poserais. Est-ce que pour faire du management de transition, je peux me dire qu'une mission de 7 ou 8 mois par an, ça suffit? Et est-ce que je suis garanti, assuré d'en trouver une en une année? Toutes les années. C'est une vraie interrogation. Il y avait monsieur... C'est du coup, pardon, mais je reprends la parole parce que pour le coup, moi, je rentre en tant que novice et béotien du management de transition. Donc, j'ai écouté beaucoup de choses qui font écho, bien entendu, tant sur la situation personnelle que la façon dont les choses ont évolué. Pourtant, il y a quand même un sujet sur lequel moi, je suis un peu surpris. J'ai 31 ans de banque et finance, en situation de direction générale sur les derniers postes. Mais là où je suis un peu surpris, c'est quand vous évoquez la différence entre le management de transition et le recrutement. Sauf à ce que je sois un cas particulier, et pourquoi pas, mais moi j'ai rarement entendu dans les postes que j'ai pris écoutez, cher ami, vous avez 3 à 6 mois pour prendre vos marques, 3 à 6 mois pour vous approprier la culture de l'entreprise, 3 à 6 mois pour découvrir vos équipes. Et puis, une fois qu'on aura passé les 3 ou 6 mois, à ce moment-là, on commencera à évoquer des sujets qui seront les objectifs, vos propositions, votre vue sur la réorganisation, etc. etc. En général, moi, ça n'a jamais duré plus de 3 jours. Entre voilà, on t'a recruté pour ça, voilà ce qui est à faire, et ensuite, article 22, démerde-toi comme tu peux, mais on se retrouve à la fin du mois pour commencer à parler des vrais sujets. Donc, c'est là où je suis un peu surpris d'entendre parler de cette vraie différence, telle que vous l'évoquez, entre le recrutement avec une période d'essai versus un management de transition. Parce que moi, j'ai toujours été dans la logique où même recruté, on m'a toujours demandé dans la semaine qui venait de participer au premier comité, de commencer à prendre des décisions et de me positionner déjà sur les futurs métiers. Donc, j'ai du mal, mais c'est peut-être effectivement le côté découverte et novice du métier qui fait ça. Pour autant, je vous rejoins. Oui, effectivement, il y a un vrai sujet, moi qui fait beaucoup écho sur ce que venait de dire Stéphane. C'est effectivement le fait d'entendre dire oui, se lancer dans le management de transition parce que j'en suis sorti à cause de problèmes politiques et du coup, moi, j'ai envie de faire mon taf, m'éclater dans un taf qui m'éclate et pas bouffer de la politique à longueur de journée
et de pouvoir dire je fais mon métier comme j'ai envie de le faire et parce que je pense qu'il est bon pour l'entreprise, versus effectivement le fait de se dire mais est-ce que je vais trouver assez de missions pour pouvoir continuer à pouvoir en vivre, etc. Donc c'est un vrai sujet et je vous remercie de ces retours. Merci Gilles pour votre… Juste par rapport à cet élément, Gilles, pour répondre rapidement, j'entends ce que vous dites. Je pense en effet que vous êtes peut-être un cas un peu à part. Je connais, pour l'anecdote, je connais des sociétés où le onboarding dure plus de 3 semaines. Hein. Donc, du onboarding de 3 semaines versus management de transition, ça ne va pas être trop possible, hein, les 3 semaines d'attente. Stéphane, on va prendre les 4 questions qui attendent. Absolument. Là. Caroline d'abord, Yvonique ensuite, Patrick et Jean-Pierre. Caroline, je voulais juste te dire qu'en matière de posture en fait, et de différence entre management de transition et en transition, moi, je peux très bien l'entendre aussi parce qu'en fait, en début et en démarrage, quand vous démarrez dans la transition, vous pouvez vous poser la question à un moment donné du positionnement que vous voulez avoir. Il est clair que quand on enchaîne un certain nombre de missions, là aussi, on ne se pose plus la question parce qu'on fait un choix où on reste dans du management de transition et on ne fait que des missions de cette manière-là. Et je pense qu'il faut être aussi très clair vis-à-vis des clients que l'on a en face de soi. C'est-à-dire, moi je l'ai eu dernièrement aussi dans une dernière mission où on m'a posé d'emblée la question oui, mais si on vous demande de rester après à la fin de la mission et autres, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit clairement non, je suis manager de transition. Je viens pour une période et pas pour autre chose, en fait. Et n'attendez pas à ce que je reste, en fait. Oui, et ça, je pense qu'il faut être très clair dans la démarche, en fait, intellectuellement parlant et vis-à-vis du client. Caroline, je suis entièrement d'accord et je rajoute même un élément par rapport à ça, mais qui coule de source par rapport à ce que vous avez dit. Quand on arrive sur une mission, qu'on est un directeur général et qu'on doit créer du lien avec les équipes, et quand je parle des équipes sur une mission de management de transition, ça va de l'équipe qui est à l'accueil jusqu'à l'équipe qui est au 6e étage, hein, c'est tout le monde. C'est pas du tout la même chose de dire à chacun « Bonjour, je viens pour telle mission, mais je suis là pour cette mission-là, je suis pas là pour rester ». Vous n'aurez pas les mêmes retours de la part des équipes que si vous laissez planer ce doute. Je raconte une toute petite anecdote très rapide. Un manager de transition que j'avais positionné sur une mission en supply chain et qui, à la fin de l'heure d'entretien avec le client, lui a dit « Je vais vous expliquer comment vont se passer les 3 prochaines semaines ». Donc, le client est resté assis. Il l'a pris après, pour info. Mais il est resté assis et là, le manager lui a dit « Bon, on est jeudi, vous allez prendre votre décision ce soir, vous la communiquerez au cabinet vendredi, je serai là lundi. Le premier vendredi, je viendrai vous voir et je vous dirai dans l'équipe qui sait faire et veut faire, qui sait faire et veut pas faire, qui sait pas faire mais veut participer à l'aventure et qui ne sait pas faire et ne veut pas faire. Et là, on va refaire l'équipe. Première semaine. La deuxième semaine, je viendrai vous voir dans votre bureau et tout ce qu'on sera dit dans la note de cadrage les 2 premiers jours, je vous dirai ça, on avait dit 6 mois, on y sera. Ça, on avait dit 6 mois, on va le faire en 4. Et ça, on avait dit 6 mois, on va un peu galérer. Et puis, le 3e vendredi, on ira déjeuner le plus loin possible de la boîte, rien que tous les 2, à 50 km minimum. Et là, je vous dirai tout ce que vous ignorez sur votre propre boîte. Ça, c'est une posture de manager de transition. Si vous laissez supposer auprès des équipes ou auprès de la direction que vous pouvez rester, ça, il faut l'oublier. C'est impossible. C'est ni bien ni mal, hein. C'est juste une posture de manager de transition versus je souhaite postuler au CDI par la suite. La 3e semaine, jamais de la vie. Yvonique, c'est à vous. Oui, bonjour à tous, à toutes. Je rejoins en fait tout ce qui a été dit. Je pense que tout le monde a plus ou moins raison par rapport à ses propres expériences. Moi, quant à la mienne, moi j'ai fait que 4 missions pour le moment. En fait, le management de transition le management en transition s'est mis en œuvre dès le démarrage de la mission. Enfin, au bout de 3 mois de la mission, les CDI ont commencé à venir en me disant « mais ça ne sert à rien de recruter un successeur parce que votre meilleur successeur, c'est vous-même ».
le management de transition, de mon point de vue, était véritablement un métier. Et on doit arriver, on doit partir et on recherche de l'adrénaline entre les deux. Et pour le bien de l'entreprise et pour le succès de la mission, pour son propre ego. C'est ce qui me fait vibrer, moi, personnellement. Et c'est pour ça que, alors moi, j'ai fait une formation IFMT, France Transition, il y a 3 ans déjà, et c'est ce qu'on nous apprend. Et c'est un métier. Et donc, il m'est difficile pour rejoindre un des intervenants, effectivement, de comprendre comment, dès le départ, on peut être en transition. Puisque c'est un métier. On ne peut pas à la fois commencer à être maçon et à construire une maison et au fur et à mesure de la construction d'une maison, passer plâtrier et à faire des bandes en plâtre. C'est compliqué de mon point de vue. J'ai du mal à comprendre ça. Et c'est vrai que et je rejoins Stéphane Fargette dans sa réflexion, dans le sens où aujourd'hui, dans le monde de la PME, je pense que ça concerne que ce type d'entreprise, il est compliqué, en fait, pour être… Quand on fait du management de transition, moi, je suis plutôt sur des missions de changement profond, où je suis sur le changement voulu, j'embarque les équipes, j'inspire de la confiance. Quand on commence à mettre de la confiance pour embarquer les équipes, c'est compliqué, effectivement, de ne pas échapper, en fait, au CDI, ou du moins à la proposition de CDI dans une mission. Et effectivement, le vrai manager de transition va refuser pour pouvoir partir sur une autre mission, alors que celui, pour des raisons qui leur sont propres, peuvent effectivement rester parce qu'ils ont un projet personnel, parce qu'ils veulent le financer, parce qu'ils ont besoin de sécurité, etc., etc. Et que c'est un palliatif pour le moment. Voilà c'était mon témoignage personnel par rapport à ça. Merci Yvonique. Et avant que Jean-Pierre pose sa question, du coup, je rebondis sur cet élément qu'on a déjà, on tourne autour, hein, donc ça donnera peut-être l'occasion à François de refaire un autre débat, mais il y a en effet cette question. Là, Yvonique, vous nous avez parlé de sécurité, vous nous avez parlé de projets personnels, de choses qui sont sécurisantes. Et donc, on voit quand même que dans l'échange qu'on a eu, il y a un moment ou un autre, un positionnement aujourd'hui qui fait qu'on se dit, OK, le manager de transition, c'est aussi une prise de risque, qui est la prise de risque un moment ou un autre, on est tous confinés pendant 5 mois, il n'y a pas de mission, qu'est-ce qu'on fait? Comment on marche? Voilà. Et ça ou autre chose. Hein. Mais voilà, il y a aussi cet élément-là, et c'est un élément de réflexion qui est important aussi chez les managers qui, encore une fois, pas ceux qui sont des managers de transition avertis, confirmés, habitués, mais ceux qui arrivent aujourd'hui. Alors, vous avez fait l'excellente formation de l'IFMT que je recommande à tout le monde, mais ceux qui arrivent aujourd'hui sur le terrain, qui découvrent et qui se disent c'est intéressant, c'est passionnant, ça peut être fabuleux, oui, mais il y a quand même une prise de risque qu'il faut mesurer, hein, sur lequel il faut être conscient. Et c'est ce qui fait l'adrénaline. Ah, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et du coup, avant de passer la parole Avant de passer la parole à Jean-Pierre, est-ce que ce que vient de dire Yvonique sur les managers en transition n'est pas tout simplement résumé par Sylvie Piette qui disait tout à l'heure, le manager en transition ne serait-il pas davantage placé sur des missions de relais que sur des missions de projet? Oui. Je pense que c'est en partie vrai. Je pense que la proportion est sûrement plus vraie sur le relais que le projet. Mais je peux vous dire que j'ai aujourd'hui, et je sais que mes petits camarades dans les autres cabinets en ont aussi, des missions qui sont pas nécessairement des missions de relais, sur lesquelles on va demander au manager, ou en tout cas on nous dit, une fois que le projet sera réalisé, on souhaite que le manager reste. Je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur la création d'une direction numérique. L'idée de départ, qu'on a réussi à faire modifier chez le client, mais l'idée de départ chez le client était de dire, une fois que la direction numérique est montée, puisqu'il l'aura montée, il n'aura qu'à la diriger. Voilà. Et nous, on a passé 2 semaines à dire au client, ça va être compliqué, une fois qu'il aura déshabillé toutes les autres directions, de se retrouver au CODIR à côté des autres. Voilà. Ça ne peut pas être le même, parce que sinon, il va quand même passer des mauvaises années. Il va avoir du mal. Voilà. Mais dans la tête de la société, ça ne paraissait pas compliqué. Il ne pouvait pas que c'était une erreur. Question de Jean-Pierre et puis après Patrick Farc. Oui, question débat en fait. Je voulais réutiliser ce qu'a dit Yvonique pour répondre à Jean-Louis. Jean-Louis, si on te propose un CDI, c'est que tu es un bon manager de transition. Si tu le prends, c'est que tu es en transition.
Et au-delà de ça… Alors, pour ton information, sur les 6 dernières missions, on m'a proposé de m'embaucher à chaque fois et j'ai dit. Voilà. Donc, tu es un manager de transition. Oh. Et l'autre point que je voulais mettre sur le tapis aussi, je ne me décris pas comme manager de transition. En fait, je suis DG de crise ou pompier ou ce que tu veux, et j'exerce mon métier sous le statut de manager de transition. Mais j'ai qu'un statut, quoi. Je suis d'accord. Je pourrais être intérimaire, ce serait la même chose. C'est la posture qui compte. Ouais. J'ai dit, j'ai fini. Je vous rends la parole. Patrick, c'est à je crois, toi. sur la Oui. dernière question. Qui met son micro. Voilà, Patrick, on n'a pas ton micro. C'est bon, Voilà. là, ça marche? Oui, c'est bon. Nickel, ouais. Ok. Ouais, bonsoir à tous. Oui, je suis assez d'accord sur la dernière réflexion de Jean-Pierre là, qui est assez amusante. C'est voilà, ce qui compte, c'est ce que l'on fait, c'est pas le titre. Je voulais revenir sur les habitudes de certaines entreprises. J'ai à côté de chez moi une entreprise qui a pour habitude absolument ouverte, affichée, assumée, d'embaucher des managers de transition en leur disant dès le premier entretien, on va vous proposer derrière un CDI. C'est une méthode de recrutement. Maintenant, des managers qui répondent à ça, eh bien, ils en ont à la toque. Ils n'ont aucun problème de recrutement sur des postes de direction. Ils font ça beaucoup sur de la RH. En tout cas, je suis assez au courant sur ce qu'ils font sur les RH et ça marche bien. À l'opposé, moi, je suis en train de discuter, de vendre une mission à une entreprise en Occitanie. Une des questions lors le deuxième entretien que j'ai eu avec eux, la question est venue, oui, mais vous êtes un peu surdimensionné. Et ma réponse a été très, très rapide, très, très naturelle. Oui, je suis surdimensionné. Et c'est pour ça qu'en fin de mission, je vais vous aider à répondre à la problématique que vous avez et on terminera la mission par le recrutement de la bonne personne pour remplir le poste, qui, elle, ne sera pas surdimensionnée, mais qui sera juste dimensionnée. Et dans ce cas-là, il m'aurait proposé un poste en CDI, mais j'ai fermé la porte d'entrée de jeu en disant non, je vais vous aider, à trouver la bonne personne. Tu as tout à fait raison, Patrick. C'est un dernier point qu'on n'a pas évoqué, mais sur lequel il faut passer juste 1 minute ou 1-2 minutes. On l'a rapidement évoqué quand j'ai fait le comparatif avec les pompiers en disant c'est pas quelqu'un qui a la potentialité à devenir pompier, c'est quelqu'un qui l'est déjà. Un manager de transition, c'est quelqu'un qui a déjà l'expertise, qui a déjà fait. Il est surdimensionné par rapport aux besoins. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va être opérationnel en 48 heures, 72 heures. Et c'est pour ça qu'il n'est d'ailleurs pas dimensionné pour partir sur un CDI. C'est parce qu'il ne vient pas prendre un poste que potentiellement il pourrait prendre ou qui est à son niveau. Il vient en étant surdimensionné par rapport aux besoins. C'est un directeur général qui va prendre en main une société qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a 2 sites de 150 personnes parce qu'il en a déjà géré certaines qui font 500 millions ou 800 millions et qui ont des sites de 3 000 ou 4 000 personnes. Donc, évidemment que en ayant l'expertise et l'expérience et en arrivant sur un terrain qu'il connaît déjà depuis déjà pas mal de temps, étant surdimensionné, il va pouvoir le faire. C'est là que ça coince, c'est qu'au moment où des boîtes vous disent « je veux prendre un manager et je voudrais bien qu'il reste après », il y a aussi cet élément financier qui consiste à dire il y a un moment ou un autre, vous allez avoir un problème sur le gap. Soit vous allez vouloir payer la mission de transition au prix du CDI et ça ne va pas aller, soit vous allez payer la mission de transition au prix de la mission de transition parce que vous prenez un expert immédiatement opérationnel, et dans ce cas-là, quand vous allez vouloir le passer en CDI, vous allez pleurer. Tout à fait. Et donc, à partir de ce moment-là, la distinction manager 2 ou en transition, elle n'existe plus. Tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison. Ok, d'autres remarques, d'autres interventions sur ce sujet assez passionnant d'ailleurs? Est-ce qu'on a bien… C'est quand même pas toujours les mêmes qui vont parler. Est-ce qu'on a bien Allez-y, oui. Excusez-moi, François, j'aurais peut-être finalement, je ne sais pas si ma connexion est suffisamment bonne. Qui parle La remarque est la suivante. Jérôme. Jérôme, oui. Oui, Jérôme, pardon. Le manager de transition, c'est un consultant qui
qui va tourner, qui va faire des missions, même dit qu'un consultant, mais avec un apport métier et un apport opérationnel qu'elle n'a pas un consultant. Mais c'est plus une forme de contrat, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et le fait qu'il soit débauché, je dirais, c'est son attitude. Si on fait le parallèle avec le consultant, c'est comme le consultant. Le consultant, il y en a qui vont chez le client et la grosse majorité n'y vont pas. Donc, si on est un manager de transition ou consultant, on va dire, à ce moment-là, on l'est pour toujours ou pour longtemps. Et si on est consultant, et c'est plutôt dans les jeunes années de consultant où on est potentiellement débauché par un client. Mais, et là, je vais rebondir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, actuellement, et ça peut dépendre des secteurs aussi, de plus en plus d'entreprises veulent utiliser le management de transition comme personne. C'est un biais qui est utilisé actuellement, parce que le marché de l'emploi est comme ça. Alors François, si tu le permets, avant ta conclusion générale, pour répondre à Jérôme, et pour vraiment, merci pour cette intervention, parce que ça va me permettre de pouvoir montrer un petit élément et de conclure dessus. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais ça serait un autre débat sur la discussion consultant, manager de transition, mais je vais me permettre de faire une promo en conclusion avant de rendre la parole à François. Pour ceux qui sont en train de découvrir le management de transition ou pour ceux qui sont déjà des experts, parce que je pense que ça touche tellement le monde, je vous encourage à récupérer, ça se trouve sur Internet, le numéro de Centrale Supélec Alumni. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, sinon je vous le ferai passer. Je crois que vous ne le voyez pas bien. Voilà, c'est Centrale Supélec Alumni qui a le numéro 9, qui a un numéro spécial sur le management de transition, sur lequel il y a notamment un article à l'intérieur très intéressant entre consultant versus manager de transition. C'est vraiment un numéro spécial et c'est très, très, très bien fait. Globalement, c'est très bien fait. J'encourage vraiment. Ok, merci Stéphane pour ce bon tuyau. Quelqu'un veut-il encore prendre la parole, s'il vous plaît? Allez-y, n'hésitez pas. Bon, Thierry Eusé, juste bonsoir, je suis arrivé un peu en retard. J'avais d'autres obligations, donc je m'excuse. Non, moi, je partage tout à fait ce qui a été dit. Et moi, ce que je constate aussi, c'est la confusion que font un certain nombre de gens entre le management de transition et le DAF à temps partagé. Il y en a certains qui considèrent que le management de transition, parce qu'il arrive effectivement qu'il y ait des missions de transition à temps partiel, ils confondent un peu les deux. Donc ça, bon, c'est déjà un premier sujet. L'autre est par contre, effectivement, il faut que les gens qui se lancent dans le management de transition, même si ça arrive de temps en temps, quand on termine une mission, on n'engage pas une mission dans les 8 jours qui suivent, quoi. Moi, ça m'est arrivé, mais une seule fois. Je n'ai pas bien compris votre dernière remarque là. L'enchaînement des missions. Oui. Il y a toujours des trous entre les missions de quelques mois. En moyenne, bien sûr. Rares sont ceux qui enchaînent. Je suis désolé, moi, je n'ai jamais eu de trou. Peut-être un peu de chance, ou peut-être dans des métiers différents. Mais moi... de mon expérience, moi j'ai enchaîné les missions jusqu'à présent, sans trou. Pour arrêter de bosser, il faut que je le veuille. Mais la moyenne affichée par France Transition, la fédération, est de mémoire 7 mois de mission et 5 d'intermission. Oui, encore une fois, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Ça va dépendre de l'expérience des managers de transition. Jean-Louis, Jean-Pierre, 2-3 managers de transition qui ont pris la parole tout à l'heure sont des managers de transition qui font ce métier-là depuis plus de 10 ans. Ça veut dire que vous le faites à une époque où les sociétés qui utilisaient les managers de transition étaient déjà des sociétés qui connaissaient le management de transition, donc elles n'étaient pas très, très nombreuses. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de managers et il y a de plus en plus de sociétés qui découvrent le management de transition et qui n'ont pas forcément une bonne vision dessus. Sans compter le débat de ce soir,
Ce qui fait qu'en effet, la moyenne de France Transition, c'est bien ça, c'est une mission en moyenne dure 7 mois, 7 à 8 mois, et qu'entre deux missions, la moyenne, encore une fois, qui va prendre tous les écarts possibles entre ceux qui enchaînent les missions et ceux qui vont mettre plus d'un an et demi à retrouver une, c'est en effet à peu près 5 mois. Okay. Très bien, écoutez, on est prêt à prendre une dernière observation, dernière question, sinon on va conclure. Profitez. Eh bien, nous allons conclure. Du coup, si, j'ai peut-être juste une petite remarque. Oui. Pour rebondir sur ce qu'a dit le précédent participant. De mon expérience toujours, moi, sur ces 3 dernières années, par contre, j'ai vu grandir, et peut-être ça vient aussi des cibles qui ont évolué, qui sont pour moi de plus en plus des PME, d'avoir du management de transition en temps partagé. C'est-à-dire que l'expertise coûte cher, les gens en sont conscients, et j'ai vu évoluer des missions plus sur de l'accompagnement de personnel qui était recruté ou qui était en place avec mon concours, mais en temps partagé pour éviter d'avoir une trop grosse dépense, mais pouvoir bénéficier quand même d'une petite. Alors là, pour répondre très rapidement, déjà, ça va permettre à François de pouvoir faire un nouveau débat parce que temps partagé ou pas, c'est un débat qu'on connaît bien d'ailleurs. On est tous les deux et quelques autres également au réseau Oudino, donc on voit bien le sujet, c'est quelque chose qui est bien traité au sein du réseau. Mais là, pour le coup, je serais tenté de dire que ça dépend vraiment des missions. C'est-à-dire que si on est un CIO et qu'on doit être en accompagnement d'un autre CIO sur un vrai projet stratégique, je l'entends. Si on est en direction logistique ou en direction maintenance, pour moi, c'est juste inimaginable. À un moment ou à un autre, ce sera la partie prod. Hein, sur des projets, voilà. Notamment, j'ai fait ça sur des projets achats et des structurations de fonctions achats. Oui, c'est ça. Des projets où il y a une mission projet, et puis on est à un niveau relativement important où on peut prendre du temps de réflexion et où on travaille conjointement en faisant travailler les équipes. Mais quand on est dans certains métiers de la prod, par exemple, encore une fois, du HSE, de la maintenance, de la logistique, directeur maintenance qui vous dit je viens sur site 2 jours par semaine, je serai inquiet sur les 3 autres. Hein. 3 autres jours. Donc, je pense qu'il ne vaut mieux pas. Tout à fait. Mais là, c'était en accompagnement de certaines personnes. Tout à fait. Puis vous êtes à un niveau important. Donc, vous êtes plus sur l'accompagnement, en effet, de directeur de CODIR sur des groupes, j'imagine, relativement importants, où ça justifie, parce que là aussi, on ne l'a pas évoqué, mais vous allez sur un site de Valeo, par exemple, pour ne parler que, voilà, une entreprise de ce niveau-là. Alors là, je termine, chaque site de Valeo, c'est une PME à lui tout seul. Je suis d'accord, mais là, en l'occurrence, c'était des PME détenues, j'en ai eu 2 ou 3 qui étaient détenues par des personnes individuelles, donc c'était leur entreprise. Et c'était des gens qui montaient leur PME, enfin, qui voyaient le chiffre d'affaires monter, qui avaient besoin d'une... Au départ, ça s'est fait sur « j'ai besoin d'une expertise achat pour me dire où j'en suis ». Et après, c'est « ok, je vais nommer quelqu'un, vous allez m'aider à embaucher quelqu'un parce que j'ai besoin d'un profil particulier, d'après ce que vous avez dit, et derrière, vous allez me l'accompagner. » Mais pas à temps plein. C'est-à-dire, c'était vraiment un accompagnement dans le temps pour former une personne peut-être un peu plus junior pour des problèmes de budget. François, tu as ton prochain sujet. Merci, absolument. Merci Jean-Louis pour cela. Allez, on va conclure. Je vous propose en partage d'écran de mettre à l'écran justement l'enquête de satisfaction que j'ai mise dans le chat. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien là à gauche et à nous dire vraiment sincèrement ce que vous avez pensé de ce temps que vous avez investi depuis 18h30 avec nous. Utilisez le QR code si vous le souhaitez, mais c'est toujours très intéressant d'avoir un peu de verbatim sur la soirée. On en a vu un peu dans le chat, merci déjà, mais n'hésitez pas à le mettre grâce à ce lien et vous avez toute la soirée pour le faire. Je vous les transmettrai demain matin. Pour poursuivre, voilà les 2 prochains webinaires que le Cercle organise au cours des semaines à venir. Lundi prochain, nous accueillons Benoît Cornu et Louise Beveridge qui ont tous les 2 créé une maison de talent, Juste,
et ils nous proposeront une nouvelle approche du management de transition, Talent as a Service. Voilà. Un sujet très intéressant également que Benoît et Louise vont venir débattre avec nous. Et puis le 30 mai, Romain Souillard d'Embarque va venir nous parler de portage salarial, mais pas que. Donc ce sera aussi un grand rendez-vous à la fin du mois. Voilà pour poursuivre. N'hésitez pas à suivre l'actualité du cercle, évidemment, grâce au lien que vous avez là à l'écran, et à commenter les posts que le cercle met en ligne et que je vais mettre en ligne demain matin sur cette soirée. Je vous rappelle que parce que vous commenterez les posts en question, eh bien vous serez visible des cabinets et des entreprises de management de transition qui suivent le cercle de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vais, avant de laisser Stéphane nous dire le mot de la fin, eh bien, je vais arrêter le partage déjà. Je vais remercier… Attendez, c'est embêtant, mais j'arrive plus à retrouver ma souris comme tout à l'heure pour arrêter le partage d'écran. Tu ne veux pas le faire à ma place, Stéphane? Non, je ne pense pas. Non, je pense qu'il n'y a que moi qui ai la main pour le faire. Si, si, bravo. Voilà. Merci bien. Voilà, donc vous remerciez tous et toutes d'avoir été présents. Vous avez été 70-75 à défiler tout au long de la soirée. Merci à Stéphane également pour son intervention très intéressante qui a suscité de jolis débats. Voilà, donc merci à tous. Et puis Stéphane, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Écoute, merci à toi, François, pour cette organisation. Merci à toutes et à tous ceux qui étaient présents ce soir. Et pour ceux qui découvraient ou qui découvrent ou qui commencent à découvrir le management de transition, j'espère qu'on a été nombreux ce soir à les convaincre que c'était un métier extraordinaire et extrêmement intéressant et enrichissant à tous les points de vue. Et vraiment, je pense que c'est une posture, c'est un métier, c'est une façon de résoudre des problèmes dans toutes les sociétés. Encore une fois, on est un urgentiste et c'est un métier qui va bien au-delà du simple métier. C'est un métier où il faut avoir acquis des années de compétences et de connaissances auparavant. Il faut être aussi un très bon manager. Ça nécessite d'avoir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de capacités, mais sincèrement, je n'ai pas 15 ans, donc je peux dire aujourd'hui que c'est sincèrement, je pense, le métier le plus passionnant. C'est pour ça que suivre les missions et suivre les managers en mission quand ils sont dans le cadre des missions, c'est ce qui rend le métier passionnant. Tout à fait. Absolument. Voilà. Je crois que les managers de transition qui sont ici ce soir et tous les autres confirmeraient cela. C'est un métier vraiment passionnant. Voilà, écoutez, merci à tous, merci à toutes. Lancez-vous si vous débutez, hein, n'hésitez pas, c'est une belle activité. Et puis à très bientôt sur le cercle ou ailleurs, hein, mais en tout cas ici lundi prochain. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous deux. Au revoir à tous. Au revoir.